Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. La commission d'enquête sénatoriale sur l'efficacité de la lutte contre le dopage est actuellement aux États-Unis pour poursuivre ses investigations. Elle se rendra également la semaine prochaine en Suisse pour rencontrer Michel Platini à l'UEFA. Elle se rendra également au siège du CIO, le Comité international olympique. En attendant, la semaine dernière, la commission a poursuivi ses auditions avec notamment des membres de la Fédération française d'athlétisme, auditions que je vous propose de suivre tout de suite. Chers collègues, nous abordons une nouvelle étape de la réunion de notre commission d'enquête sur le dopage. Je voudrais accueillir et saluer de votre part M. Bernard Anselem, président de la Fédération française d'athlétisme, et Gani Yalouz, directeur technique national. Messieurs, bienvenue. Je m'adresse d'abord aux quelques personnes qui sont dans les tribunes du public pour leur indiquer que le principe, lorsqu'il y a commission d'enquête, c'est l'impossibilité pour ces personnes de manifester positivement ou négativement leur opinion sur ce qu'ils peuvent entendre. Le silence est de mise. Merci de bien vouloir le respecter. Quant à vous, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur technique national, je suis obligé de vous soumettre à une petite formalité. Commission d'enquête nécessite prestation de serment. Je vais donc vous demander à l'un et à l'autre de bien vouloir dire la vérité, toute la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Monsieur Anselem. Je jure de dire que la vérité, rien que la vérité. Merci. Je jure de dire la vérité. Nous allons entrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet. Le principe, c'est de vous donner la possibilité, en répartissant le temps où un seul prend la parole, vous arrangez entre vous, de parler pendant 10 minutes, un quart d'heure sur le sujet qui nous occupe. Et puis nous aurons la possibilité avec Jean-Jacques Lozach, notre rapporteur, qui est à l'origine de cette commission d'enquête, Madame Michel qui nous a rejoint et qui s'est mise un peu dans le fond de la salle, mais elle est perspicace et vous le verrez bien. Nous avons la possibilité, après cet exposé liminaire que vous allez faire, de vous interroger sur 2-3 sujets qui nous préoccupent. Je vous donne la parole. Monsieur le Président, d'abord, vous nous avez demandé une liste de documents que nous n'avons pas amenés aujourd'hui, mais que nous allons vous transmettre. Vous nous demandiez des statistiques relatives au nombre de sanctions dans ce domaine-là. Et bon, il fallait remonter jusqu'en 2006, donc ça a nécessité un peu de temps de recherche. Vous aurez tous ces documents dans les prochains jours, évidemment. Tout ce que vous avez demandé vous sera livré. Juste un mot alors sur plutôt la saison, l'année 2012, c'est la dernière année, pour vous dire que la fédération a exercé en direct un peu plus de 1000 contrôles, 1021 exactement, et que sur ces 1000 contrôles, au travers donc des championnats, des compétitions diverses et variées, et même certains contrôles hors compétition, nous avons eu 17 licenciés, 17 athlètes licenciés qui ont relevé donc d'une procédure de sanction disciplinaire. À noter que sur ces 17, il y a 4 athlètes de haut niveau inscrits sur les listes de haut niveau, et que sur ces 2 athlètes de haut niveau, en réalité, il y en a 2 pour lesquels il y avait donc il n'y a pas eu de suite de données, c'était des problèmes d'AUT, et surtout ces 2 athlètes étaient blessés et donc en traitement. Donc voilà, c'était lié. Par contre, il y a eu 2 athlètes suspendus pour donc fait de contrevenant à la règle du dopage. Et en particulier, nous avons la commission de discipline a émis la sanction la plus lourde de l'histoire de l'athlétisme, puisque sur un des 2 athlètes récidivistes, il a été suspendu 10 ans. Autrement dit, sa carrière est terminée, quoi, en athlétisme en tout cas. Voilà, je crois que c'est la plus forte sanction émise en France par une fédération, par une commission disciplinaire fédérale.
Ça, c'était pour juste... alors, les 17, il y a aussi beaucoup d'athlètes anonymes, hein, enfin anonymes, licenciés à la fédération, mais qui ne sont pas des athlètes de premier plan, et qui sont souvent des athlètes qui pratiquent l'athlétisme, je dirais, presque en termes de loisirs, et qui, souvent, par inadvertance, ont absorbé un produit interdit sans le savoir. Et voilà. Mais les sanctions, évidemment, sont les mêmes. Au total, il y a 4 sanctions liées à de l'EPO, à la prise de l'EPO, sur les 17. Mais on vous donnera ces chiffres, hein, ces statistiques, vous les aurez avec l'ensemble des statistiques que vous nous avez demandées. Je voulais faire plusieurs observations sur la lutte contre le dopage. Je préconise depuis maintenant de nombreuses années une évolution des règles de lutte contre le dopage. L'athlétisme, comme d'autres sports, est soumis au dopage. Contrairement à beaucoup de fédérations, nous avons pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire que nous avons considéré que le dopage ne devait pas être un sujet tabou dans notre milieu. Et en 2006, nous avons commencé à prendre conscience véritablement du problème. Et à partir de 2006-2007, nous avons à la fois eu une attitude extrêmement attentive à ces problèmes. Moi-même, je me suis un petit peu formé, parce que on découvrait ce sujet, par des rapprochements avec les services de police spécialisés, en particulier avec la FLD. J'ai pu prendre connaissance un peu à la fois des types de produits pris, des méthodes utilisées, etc. Ce qui m'a permis finalement aujourd'hui de bien connaître un peu à la fois les circuits, généralement des petits circuits, hein, c'est pas les grands circuits de la drogue, hein, évidemment, mais aussi les méthodes utilisées, hein, pour effectivement subir des traitements biologiques, entre guillemets, évidemment, qui préparent à la performance. À titre personnel, j'ai aussi observé les athlètes de l'équipe de France, les meilleurs athlètes, dans leur évolution de performance. Moi, je suis, à titre personnel, passionné par la statistique en matière de performance et surtout la progression. Et quand on note des progressions erratiques ou extrêmement fortes d'une année sur l'autre, on peut penser qu'il peut y avoir des problèmes, surtout quand ça arrive en fin de carrière. Quand ça arrive à 20 ans, ça peut être encore possible, mais au-delà, c'est suspicieux. Et donc, on a mené la lutte contre le dopage. On a suspendu en 2006-2007 une douzaine d'athlètes de l'équipe de France, hein. Donc, en étant extrêmement plus prégnant sur leur suivi, sur également la connaissance de leur présence dans les stages. Les stages, alors il y a des stages nationaux, cela, il n'y a pas de souci, ils sont encadrés par la fédération. Parfois, il peut y avoir des stages individuels ou de groupe que nous ne maîtrisons pas, mais nous avons essayé d'en avoir la connaissance. Nous avons aussi mis en place, depuis maintenant 6 ans, des campagnes de prévention, qui sous plusieurs formes. D'abord, des documents, donc affiches, documents de papier distribués dans les clubs, et en même temps l'organisation de colloques, de conférences à travers la France. On en fait à peu près 20 par an depuis 6 ans, dans toutes les régions de France. Et nous associons à ces interventions des athlètes de haut niveau, parfois même des athlètes de haut niveau qui ont été suspendus, une espèce de repenti en quelque sorte, et qui parlent devant donc soit des entraîneurs, soit des dirigeants de clubs, soit des athlètes aussi de pôle, de ce qui s'est passé pour eux et ce qui les a conduits à un moment donné à dériver. Donc ces opérations de prévention, nous les menons parfois avec des représentants de la FLD, hein, qui nous accompagnent. Et donc nous faisons chaque année à peu près à horizon de 20 interventions sur le territoire. Et puis voilà donc un peu l'action de la fédération. Mais ceci dit, nous nous posons un certain nombre de questions sur la réglementation. J'ai un exemple tout récent, je vais commencer par celui-ci. Nous avons un athlète qui a réussi la semaine dernière une performance exceptionnelle au marathon. Il a gagné le marathon de Séoul, avec un temps qui le situe dans les meilleurs du monde et qui devrait normalement le qualifier pour les championnats du monde de Moscou. Or, cet athlète est suspendu. Suspendu non pas pour raison de dopage, mais dans le cadre du suivi médical
des athlètes, qui est de notre responsabilité aussi. Le médecin donc, qui a observé des irrégularités sur les paramètres qu'il a contrôlés m'a demandé, sans me dire ce qui se passait exactement, après tout ça peut être, selon le code du sport, ça peut être un problème médical, tout bête, une maladie. En l'occurrence, on a des suspicions là, de dopage véritables, et m'a demandé de le suspendre, ce que j'ai fait. Et sur le territoire national, cette suspension, évidemment, à force de loi, mais dès qu'on sort du territoire national, il n'y a plus de possibilité de contrôle. Et donc personne ne savait à la fédération qu'il allait faire le marathon de Séoul. Voilà, donc ça c'est un problème que nous avons. Et si jamais il y avait à réfléchir sur une évolution de la réglementation, il faudrait trouver une solution. Alors, sur ce suivi médical, je note qu'il y a peu de pays qui ont une réglementation spécifique là-dessus. La France étant un des rares pays à le faire. Ce suivi consiste à contrôler les paramètres 3 fois par an, avec un médecin qui est à l'extérieur donc de la fédération. Et pour nous, pour les coureurs de fond ou de demi-fond, nous les contrôlons entre 4 et 6 fois. C'est-à-dire qu'on a renforcé ce suivi. Parce qu'on sait très bien que c'est dans ces disciplines-là qu'il y a le plus fort risque de dopage, notamment à l'EPO, hormones de croissance et autres. Donc voilà un exemple concret d'une situation où on ne peut pas agir. Et donc, voilà. En plus, cet athlète est d'origine kenyenne. Il est devenu français par un engagement dans la Légion étrangère. Donc, on ne l'a pas vu arriver, si vous voulez. Au bout de 3 ans, pendant 3 ans, on ne les connaît pas. Et puis, au bout de 3 ans, ils deviennent français. Et donc aujourd'hui, il est sorti du cadre de la Légion étrangère. En fait, il vit au Kenya, il s'entraîne au Kenya. On n'a aucun moyen de contrôle, même s'il est licencié à la fédération et dans un club français qui lui-même n'a aucun moyen de contrôle. Voilà. Donc là, voilà une situation qui se pose pour nous et qui nous interroge parce qu'on n'a pas les moyens d'agir sur cette situation. D'autres exemples d'athlètes, d'exemples qui nous posent problème. On a suspendu un athlète juste avant les Jeux, enfin pendant les Jeux, qui était sélectionné aux Jeux d'ailleurs, et il a été contrôlé 2 fois. Après des difficultés pour le trouver dans le domaine de la localisation, il ne répondait pas ni au courrier, ni au message mail, ni au téléphone, enfin bref. Il a fallu même faire intervenir les services spécialisés de police pour trouver où il était. Donc on a réussi à le trouver et quelques jours avant son départ à Londres, il a été contrôlé à 2 reprises et les 2 contrôles étaient positifs à l'EPO. Donc quand on a eu les résultats après sa course, le laboratoire de Châtenay-Malabry était fermé, il a fallu envoyer le contrôle à Lausanne, donc ça a mis un peu plus de temps. Je l'ai convoqué en tant que chef de mission olympique à Londres et je lui ai notifié donc son renvoi du village olympique, mais après sa course. Donc il a pu faire sa course, et ce qui est dommage. Et donc ça s'est passé au mois d'août. La licence chez nous est valable du 1er septembre au 31 août. Nous ne pouvons intervenir que sur des athlètes licenciés, adhérents à la fédération. Il n'a pas repris sa licence tout de suite. Donc, vous savez, dans la procédure, il y a l'examen du flacon A. Celui-ci était positif. Mais pour faire le flacon B, il faut lui signifier donc et le convoquer. Il a été convoqué. Il n'a pas répondu. Comme d'habitude, il a joué la montre. Et donc, on est arrivé au 31 août. Et là, plus de licence. Donc, plus de possibilité pour la fédération de continuer la procédure. Donc, nous avons transmis le dossier à la FLD qui... la FLD a pu poursuivre cette procédure, mais il a fallu attendre le 25 mars, donc c'est tout récemment. La FLD a enclenché donc la procédure disciplinaire, elle-même ayant eu du mal à le convoquer, à le retrouver, à le faire venir. Et donc, il a été sanctionné par la FLD seulement le 25 mars, une affaire qui s'est déroulée début août de l'année dernière. Donc voilà, ça c'est aussi pour moi un problème. Quand un athlète est licencié à la fédération, et qu'il ne reprend pas de licence à la rentrée, eh ben, il échappe au contrôle de la fédération. Et ça, voilà, c'est une question qu'il faudrait sans doute aussi examiner. Voilà pour des exemples concrets pour illustrer en quelque sorte les difficultés qu'on peut vivre récemment. Il y a des questions par contre générales que je me pose. Et la première question, c'est sur le suivi médical. J'en ai parlé. On nous dit dans le code du sport que c'est une règle de suivi donc médical sur la santé des athlètes. Or, nous, on ne l'utilise pas comme ça. On l'utilise comme une action de prévention.
ou de recherche de gens qui se dopent. Pourquoi on ne dit pas que c'est une action pour traquer les tricheurs? C'est comme ça qu'il est utilisé, en tout cas chez nous. Alors évidemment, de temps en temps, le médecin qui exerce ce travail voit bien qu'il peut y avoir des pathologies particulières, mais à la limite, j'allais dire, c'est secondaire pour lui, puisqu'il est là pour regarder si les paramètres sont bons, s'il n'y a pas de prise extérieure de produits dopants. Donc là, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie dans ce système, et moi, je considère qu'il faudrait clarifier les choses sur ce plan-là. Deuxième observation, le secret médical. Le médecin est soumis au secret médical. Ça ne me gêne pas pour tous les patients dont il a la charge. Mais pour les sportifs de haut niveau, ça me gêne. Ça me gêne parce que dans certaines situations, le secret médical, c'est une façon de protéger l'athlète. C'est de savoir qu'il se dope, mais de ne pas le dire. Je trouve que c'est contraire à l'esprit de la loi sur la lutte contre le dopage. Et donc, je préconise que le secret médical, pour les sportifs de haut niveau, soit levé. Alors évidemment, on va se heurter au problème de l'ordre des médecins qui va s'offusquer, etc., etc. Mais dans certaines situations, je pense que ça peut être extrêmement dangereux. Et on peut aussi penser qu'il y a des médecins qui protègent les athlètes de ce point de vue-là. Alors je ne le dis pas pour l'athlétisme, mais sans doute dans certains sports professionnels, surtout quand ils sont salariés d'un club, on peut penser tout ce qu'on veut. Voilà. Donc je n'en dirai pas plus évidemment sur cela, ça ne me concerne pas directement, mais c'est une observation que je voulais faire. Voilà les observations que je voulais faire sur le plan médical. Sur le plan des sanctions, de la juridiction, enfin j'ai vu que la loi avait fait évoluer un peu les choses. J'avais préconisé depuis longtemps que la première sanction évidemment soit fédérale, commission disciplinaire fédérale, que la deuxième soit externalisée, ce qui a été décidé récemment et je crois que c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et en particulier parce qu'on a eu quelques soucis nous depuis quelques années. Sans doute aller vers la création de juridictions spécialisées dans ce domaine du dopage sportif. On a affaire parfois, alors vous savez, quand quelqu'un est suspendu, quand il est contrôlé positif, en général, il y a des avocats qui se présentent sans que l'athlète aille les chercher, hein, et qui se pointent et qui disent « moi, je vais vous défendre ». On trouve sur la forme souvent des failles. Souvent parce que à une époque, la réglementation française n'était pas tout à fait en accord avec la réglementation de l'AMA. D'ailleurs, à chaque fois que l'AMA change ses règles, nous, la France, évidemment, on s'adapte, mais on met un certain temps avant de s'adapter. Donc il peut y avoir une année de décalage entre ce que l'AMA a décidé et ce que nous allons donc mettre en œuvre sur le plan réglementaire. Et bien, pendant cette année-là, il y a des vides juridiques. Et donc la justice classique, souvent, est mal informée de cela, n'est pas spécialisée dans les domaines de prévention, de dopage. Et nous avons eu des dossiers où l'athlète a été réhabilité, alors que le dopage était réel, quoi. Il avait été suspendu pour des problèmes de forme, de simple forme. Alors parfois des problèmes de forme qui dépendent à la fois du problème du vide juridique, mais aussi parfois des problèmes de forme qui est lié à la manipulation de la procédure. Au laboratoire, quand on contrôle, etc., il peut y avoir... Voilà, c'est arrivé plusieurs fois et on a laissé échapper comme ça des athlètes qui se dopaient réellement, dont les faits étaient réels, mais qui finalement ont pu continuer à exercer leur art sans problème. Et donc moi je préconise que finalement, on aille vers des juridictions spécialisées. Après tout, il y a bien des tribunaux pour le travail, pour le droit du travail. Pourquoi il n'y aurait pas des tribunaux spécialisés pour le droit du sport? Alors, ça irait au-delà de questions de dopage, évidemment. Ça ne suffirait pas pour alimenter le travail, mais il faudrait, enfin, je sais pas, je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra y arriver. D'autant que dans le sport, il n'y a pas que le problème du dopage, il y a d'autres problèmes avec les paris, avec tas de choses qui aujourd'hui commencent à prendre de l'importance. Donc, externaliser les sanctions. La fédération, le rôle d'une fédération ne peut pas être un rôle de juge et partie, me semble-t-il. La fédération, son rôle principal, majeur, c'est de prévenir
C'est de mettre en place des actions de prévention, de veiller à tout cela, mais après, de sanctionner. Je pense qu'il faut vraiment aller plus loin. Et donc de confier le côté sanction à des spécialistes extérieurs à la fédération. Je considère qu'on n'a pas ce rôle-là. Bon, maintenant, on applique la loi telle qu'elle est, mais voilà, je suggérais ce genre de choses. Voilà les observations que je voulais faire. Voilà, des observations que je voulais faire, et je suis évidemment prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai juste trois petits points, Président. Allons-y. Donc, je rejoins parfaitement, puisqu'on travaille vraiment en étroite collaboration. On est vraiment depuis que je suis arrivé à l'athlétisme, je sais que mon président, c'est une bagarre. On y tient, parce qu'on veut avoir un sport propre. Et je tenais juste à rappeler sur le fait du cas qu'il a exposé du marathonien. Effectivement, nous, la DTN, en phase avec le président, parce qu'on travaille ensemble, on a mis un comité de sélection. Et il faut savoir qu'il est sélectionnable. Il n'est pas sélectionné, même en ayant fait les minima. Sélectionnable parce que c'est bien rappelé et c'est très précis dans les modalités de sélection. C'est-à-dire s'il n'est pas à jour sur son suivi, quel qu'il soit, il n'est pas sélectionné, même en ayant fait les minima. Donc je pense que c'est quand même un acte fort qui démontre vraiment qu'on est vigilant là-dessus. Et ce terme sélectionnable est très important, même si ça peut paraître, mais c'est un mot qui fait quand même un petit peu, on va dire, reculer certains tricheurs. Moi, j'ai juste quelque chose qui me tient à cœur, c'est concernant les no-shows. Il y a 2 poids 2 mesures. J'ai certains athlètes, quand c'est l'athlétisme, ça peut aller de 1 an à 2 ans. Quand c'en est d'autres, ça peut aller de 3 mois à 6 mois. Moi, il faudra juste m'expliquer. Donc, heureusement qu'on a de très bonnes relations avec la FLD, vraiment qui nous aident énormément et qui, les athlètes, expliquent un peu. Parce que c'est quand même lourd de conséquences. J'ai pas connu ça, mais quand je vois, j'ai une population quand même très hétérogène. J'ai des athlètes qui savent très bien écrire, qui ont des agents, qui sont bien accompagnés, qui n'ont jamais de soucis. J'en ai d'autres qui sont plutôt isolés, mais qui sont performants et qui ont des fois du mal et qui font des erreurs de jeunesse. Hein. On a tous fait des erreurs de jeunesse. Et je pense qu'à un moment aussi, là-dessus, il faudra aussi se penser sur ce cas-là, parce que pour quelqu'un qui a, je veux dire, c'est un petit peu lourd, quoi. Je veux dire, ils trichent pas. Je veux dire, ils n'ont pas été là, donc après, il faut revenir. Et moi, je remercie la FLD parce que vraiment, ils sont à l'écoute de l'athlète et de la fédération. Il nous faut confiance. On ne peut pas reproduire 2 fois la même erreur. Mais bon, au bout de 3 no-shows, ça veut dire que tu n'étais pas là, mais tu prends quand même 2 ans de suspension. Bon, c'est un petit peu, je trouve que c'est un petit peu dur. Ou alors on fait pareil pour tout le monde, mais pas qu'à l'athlétisme. Voilà, c'est tout. Merci. Si le Président m'y autorise, je voudrais poursuivre ce que disait Gani Yalouz. Pourquoi y a-t-il des différences de traitement avec des durées de peine différentes selon quelle fédération, selon quel problème? De vous dire pourquoi. Je crois que Bernard connaît peut-être mieux le dossier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, Président, vous connaissez mon parcours. Je suis toujours attaché à d'autres sports. Donc je vois ce qu'il y a. Je suis pas dans la délation. C'est pas ma philosophie. C'est pas, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous constaterez, vous ferez l'état des lieux. Vous verrez que sur des no-shows, il y en a qui ont moins. Mais par contre, en athlée, on prend beaucoup. Ça, c'est sûr. Il serait intéressant d'ailleurs, allez-y, Président. vous permettez que vous ayez là-dessus des statistiques de la FLD qui a tous les éléments pour, à titre comparatif, de regarder comment ce problème des no-shows est traité d'une fédération à l'autre. Et effectivement, Gagny a raison, dans certains sports professionnels de jeu d'équipe, on voit bien que parfois le no-show est sanctionné par un arrêt de travail, parce que là, en l'occurrence, on est dans un sport professionnel, de 1 mois, 2 mois, 3 mois, rarement plus, hein, c'est rarement plus, alors que effectivement, dans d'autres sports non qualifiés de professionnels, comme le nôtre, eh bien nous, on est entre 1 an et 2 ans, selon la qualité de ces no-shows. Hein, soit c'est des no-shows volontaires, soit c'est des no-shows involontaires. Donc voilà, et donc on a une marge entre 1 an et 2 ans. Nous, on est prêt à admettre ça, 1 an ou 2 ans. Hein, mais il faudrait que ce soit la même chose pour tous les sports. Voilà. Je réitère ma question. Pourquoi cette différence de traitement?
Il faudrait poser aux fédérations concernées. Moi, je ne sais pas. Nous, en tout cas, on respecte la règle et on donne entre 1 an et 2 ans, selon les situations, mais on n'a jamais été en dessous d'1 an. Mais est-ce qu'il faut maintenir le principe que ce sont les fédérations qui prennent les sanctions, ou peut-on rétablir l'équilibre en confiant par exemple à la FLD le soin de prononcer la sanction qui serait plus uniforme? Nous aurions intérêt à ce que ce soit externalisé, je l'ai dit tout à l'heure. Toute sanction, quelle qu'elle soit prise par un organe extérieur aux fédérations. Voilà. L'organe en question reste à définir. Reste à définir. Ça peut être la FLD ou alors à côté de la FLD une structure juridique spécifique. Enfin bon, ça c'est pas à nous. En tout cas, la FLD nous a toujours soutenus parce il fallait qu'on argumente et nous a soutenus dernièrement pour un dernier cas et de quelqu'un d'un fort potentiel, on va dire olympique. Et ça aurait été dommage, quoi. Et on a dû argumenter, faire des attestations. Et la FLD nous a vraiment accompagnés, conseillés et à notre écoute. Justement, après savoir qui, pourquoi, voilà, uniformiser, je pense que c'est le bon terme pour moi. Très bien, merci. Jean-Jacques Lozac. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, vous avez bien compris que la raison d'être de notre commission, c'est d'accroître l'efficacité de la lutte contre le dopage à partir du moment où on est dans un système de tolérance zéro en la matière. Donc une première question, mais à caractère très général, de portée très généraliste, sur l'organisation, sur la gouvernance de cette lutte antidopage dans notre pays. Le rôle de l'État, le rôle du mouvement sportif, la FLD, le laboratoire de Châtenay-Malabry, etc. À la lumière de vos expériences, quel regard vous jetez là-dessus et dans quelle direction il faudrait s'orienter, si des modifications doivent être apportées? Bien. Alors, aujourd'hui, le système est un système où il y a de multiples intervenants. Et encore une fois, je le répète, les fédérations, leur rôle, c'est évidemment d'être concernées par les problèmes d'éthique, de dopage, mais le rôle juridique, enfin de sanction, est un rôle qui, me semble-t-il, peut être porté par un organe extérieur. Je le répète, notre rôle à nous est un rôle de prévention. Nous avons avant tout, les fédérations, un rôle de formation, d'éducation à la compétition, à la performance, et donc avec tout ce qui évidemment permet la performance, c'est-à-dire l'hygiène de vie, l'éthique, etc. Ça, c'est notre rôle et on est fondé de continuer à travailler là-dessus. Par contre, dès qu'on arrive à des tricheries, je crois qu'il faut sortir de la fédération et il faut effectivement qu'il y ait une autorité. Alors, je ne sais pas si c'est la FLD, le laboratoire, peut-être que c'est une structure qui rassemblerait tout cela, y compris d'ailleurs des représentants du mouvement sportif, et donc une structure extérieure qui serait appelée avec des techniciens, des spécialistes, à la fois médicaux, à la fois juridiques, qui seraient amenés à prendre les sanctions. Vraiment, l'avantage que j'y verrais, c'est d'uniformiser les sanctions, tout sport confondu. Parce qu'on a l'impression, et nous on le dit parce qu'on fait partie avec le cyclisme des sports les plus contrôlés, que ce soit nous-mêmes en tant que fédération ou les interventions extérieures des fédérations internationales ou de la FLD. Nous sommes des sports les plus médiatisés sur ce plan-là. Et nous avons le sentiment que c'est parfois très injuste, notamment depuis quelques années, où à la fois la fédération cycliste et nous-mêmes, nous avons fait des efforts conséquents pour prendre à bras le corps ce problème de dopage. Et voilà, donc moi je me réjouis que récemment on ait vu une étude du laboratoire, je crois, sur les statistiques en matière de dopage sport par sport, et que finalement ni le cyclisme ni l'athlétisme n'arrivent en tête, même si on fait encore partie des sports concernés, bien entendu, hein. On n'a pas la prétention de dire que tout est clean chez nous. Donc voilà, donc nous avons en plus, nous, une fédération internationale qui est très à cheval sur ces questions-là, la fédération, l'IAF, qui aujourd'hui a mis en place un système de passeport sanguin
à l'échelon international et qui donne des résultats, qui commencent à donner des résultats extrêmement importants, puisque récemment, une quinzaine d'athlètes ont été suspendus sur la base de ce passeport, sur des examens, des examens qui ont eu lieu il y a, à Daegu en 2011, et même au-delà, à Berlin en 2009. Et on a conservé donc des échantillons, et il y a des athlètes russes qui ont été suspendus, et Kenyans, ce qui a permis d'ailleurs à des athlètes français de récupérer des médailles. Alors toujours, c'est pas terrible de récupérer une médaille plusieurs années après, mais bon, dans le palmarès, ça restera. Donc nous avons vraiment une fédération qui fait un travail énorme là-dessus. Et qui donne des résultats. Donc il y a vraiment une prise de conscience à plan international de notre fédération. Nous emboîtons donc le pas de la fédération. C'est pas le cas peut-être de tous les pays du monde, et en particulier il y a encore des continents entiers qui sont pas soucieux de ces problèmes éthiques. Mais nous on souhaite vraiment que le sport soit exemplaire sur ce plan-là, sur tous les plans, mais aussi sur ce plan-là, parce qu'on a un devoir à l'égard de ceux qui nous regardent, de ceux qui pratiquent. Voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, sur l'implication des fédérations dans cette lutte, on a des positions en fait assez diverses, assez variées. Est-ce que vous ne craignez pas que si on retire aux fédérations le pouvoir de sanction, existe le risque de les voir se démobiliser en quelque sorte dans ce combat-là? Je ne crois pas. Enfin, surtout si en même temps qu'on retire ce pouvoir de sanction, on réglemente les questions de prévention, c'est-à-dire qu'on incite davantage les fédérations à faire de la prévention étant vraiment de notre ressort. Je crois qu'il ne faut pas... c'est pas parce qu'on va retirer le pouvoir de sanction qu'on va se désintéresser de la lutte contre le dopage. Bien au contraire. Et moi, ce que je recherche avant tout avec cette proposition, c'est une équité, tout sport confondu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons, nous, le sentiment en athlétisme d'être finalement souvent montré du doigt, alors qu'il y a bien pire ailleurs, quoi. Alors, je ne veux pas cibler tel ou tel sport, hein, mais on le voit bien, hein, les fréquences de matchs, de rencontres. Voilà, donc, à mon avis, là, il y a du travail à faire, hein, un vrai travail. Mais nous, on a des saisons qui sont voilà, ordonnées, un petit peu l'hiver, beaucoup l'été. Hein, on n'est pas sur la sellette tous les jours, quoi. Du coup, il n'y a pas de nécessité vraiment de prendre des compléments pour durer. Vous voyez, il faut dire les choses telles qu'elles sont, crever l'abcès. On ne peut pas être en forme tous les jours. Ça, il faut le savoir. Et voilà, pour être en forme tous les jours, il faut s'accompagner d'un régime particulier. L'être humain ne peut pas être en forme tous les jours. C'est impossible. De manière très, très ramassée, très synthétique, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots votre politique athlète santé que vous mettez en place, parce que alors, ça vous caractérise? Oui, alors effectivement, nous avons été la première fédération olympique, il y a maintenant presque 7 ans, à nous lancer dans une diversification de la pratique de l'athlétisme au travers de l'athlète santé loisirs, donc avec une licence spécifique. L'idée, c'était d'utiliser l'athlétisme, qui est un sport de base. Hein. Finalement, notre sport, c'est les fondamentaux de tous les sports, courir, sauter, lancer. Et donc d'utiliser notre sport et la préparation physique et notre background, en quelque sorte, pour faire de la prévention. Donc pour des gens qui ne font pas beaucoup de sport, qui en ont jamais fait, etc. Pour accompagner des malades. Hein, nous avons travaillé avec les associations nationales, les fédérations nationales de pneumologie, cardiologie, le plan Alzheimer, avec l'association française des cancérologues également. Et nous avons donc créé des emplois de coach athlète santé, qui sont donc des professionnels qui donc encadrent l'activité, qui ont une base de formation brevet d'État athlétisme et un complément de formation apporté par ces fédérations santé, et sont rémunérés pour la chose, sont recrutés par les clubs, sont des professionnels et donc animent dans leur club, au sein de leur territoire, ces actions d'athlète santé. Nous avons donc pu développer des relations avec un réseau de médecins sur tout le territoire. Et aujourd'hui, il est fréquent de voir des médecins prescrire des activités d'athlète santé dans les clubs, là où il y a un professionnel, parce que pour des malades, si l'activité n'est pas encadrée, ça peut être dangereux. On ne peut pas envoyer un malade dans un gymnasium en se laissant se débrouiller. Les gestes qu'il peut faire sont peut-être contraires par rapport à sa pathologie. Et donc, nous avons développé, et ça marche très bien. Ça marche très très bien, à tel point que
D'ailleurs, nous sommes la seule fédération reconnue par le ministère de la Santé sur ce plan-là. Et puis, on a été reconnu aussi par la communauté européenne. Il y a 2 ans, on a gagné un appel d'offres. Seule fédération européenne, fédération sportive en Europe, à avoir donc été lauréat d'un appel d'offres. Ce qui nous a permis d'ailleurs de développer ce concept dans plusieurs pays européens, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Hongrie, à la demande de la communauté européenne, donc la commission spécialisée. Et pour nous, c'est une façon aussi d'exercer ce que l'État nous a donné, c'est-à-dire nous exerçons une délégation de service public. Moi, je considère que la délégation de service public, c'est pas simplement de délivrer des titres de champion de France. D'ailleurs, je trouve ça un peu désuet, un petit peu même anachronique par rapport aux fonctions régaliennes de l'État. Que la délégation de service public, c'est sur justement la prévention santé par l'activité physique et sportive. Et donc voilà, nous l'exerçons de cette manière-là, et ça marche plutôt très très bien, et ça se développe énormément. Ça se développe, et c'est tant mieux. Est-ce que vous avez eu une idée, je pense que oui, précise du nombre de personnes concernées, qui sont des professionnels de cette assistance? Voilà, nous avons actuellement donc 160 coachs athlètes santé, 160 emplois. Nous sommes en train d'en former une quarantaine, on en forme 40 par an à peu près. Alors évidemment, on a placé ça sur la base du volontarisme des clubs. On n'a pas voulu imposer aux clubs. Évidemment, donc si on avait imposé, on aurait eu sans doute du mal à démarrer l'opération. Mais par l'exemplarité de ce qui se passe dans tel ou tel club, les clubs s'y mettent progressivement. Et on a aussi des contacts avec des collectivités territoriales, des départements, des régions. La région Île-de-France, par exemple, bientôt le département de Seine-Maritime, avec lesquels on passe des conventions, justement pour développer la formation de leurs propres agents dans ce domaine-là. On développe, par exemple, la marche nordique, qui est une activité qui nous est déléguée par le ministère. C'est nous qui avons développé la marche nordique en France et on forme les animateurs de marche nordique. La marche nordique étant une des activités les plus accessibles pour quelqu'un qui est malade parce qu'on marche avec des bâtons. Et du coup, c'est moins traumatisant que de marcher sans bâton ou de courir, ce qui est parfois impossible pour ces malades. Donc voilà, nous avons une vingtaine de conventions avec des collectivités en France. Et de plus en plus, la ville de Strasbourg, par exemple, qui référence aujourd'hui en France sur la santé, le sport santé, a demandé, on va signer une convention au mois de septembre avec la ville de Strasbourg là-dessus, pour les accompagner. Est-ce que vous pensez précisément que les dotations, par exemple les dotations de l'État, ne tiennent pas suffisamment compte de ce type d'implication? Nous avons été un petit peu aidés au début, par le ministère de la Santé d'ailleurs, sur la formation des coachs à la santé. Nous avons eu une aide de 60 000 € il y a maintenant 5-6 ans. Et depuis, effectivement, c'est sur nos propres moyens que nous développons cela. C'est donc des priorités qu'on s'est données sur nos ressources. Effectivement, dans les discours, quand on négocie la convention d'objectifs avec le ministère des Sports, on nous indique que c'est une priorité nationale, mais il n'y a quasiment pas de crédit pour. Donc débrouillez-vous. Quand on a été lauréat de l'Europe, on a touché 240 000 €, ce qui nous a permis aussi de développer des actions sur tout le territoire. Voilà. Et puis pour le reste, ce sont les clubs qui vont chercher Alors on travaille avec des mutuelles actuellement. On s'est rapproché du mouvement mutualiste. On a signé une convention avec une mutuelle qui s'appelle MCD et OVI, et nous développons sur tout le territoire des actions prévention santé pour leurs clients, pour le grand public. Voilà. Donc nous sommes allés chercher les moyens ailleurs qu'au niveau de l'État, alors que c'est une priorité nationale. Et d'ailleurs, je vais plus loin, nous avons conscience, et nous en avons souvent discuté avec la mutualité française, c'est que cette action, si elle était développée à grande échelle par beaucoup de fédérations, c'est une action qui permettrait de lutter contre le déficit de la sécurité sociale. Parce que finalement, prendre une licence dans un club, ça coûte beaucoup moins cher qu'un traitement médicamenteux. Et c'est moins nocif, ça ne peut qu'aider. Des contacts sont en cours avec la direction de la sécurité sociale au plan national pour aller vers un remboursement de la licence pour des cas particuliers, pour des malades, dans ce cas de figure-là. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a une expérience qui démarre en Alsace, à Strasbourg même, sur ce plan-là. Merci. Stéphane Mazard. Oui, merci, Monsieur le Président. Et tout d'abord m'excuser pour le retard.
Pas grave, avance. La pratique dans l'athlétisme, il y a la pratique du fond et du demi-fond où souvent les athlètes sont amenés à faire des stages à l'étranger, en altitude ou autre. Est-ce que ça pose une difficulté pour le suivi des athlètes? Alors, ça, c'est ma première question. Et puis, une seconde question. L'athlétisme est un sport universel s'il en est. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois qu'il y a un peu un athlétisme? Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de sport à deux vitesses, ou en tout cas avec d'autres disciplines, mais déjà à l'intérieur de votre discipline, est-ce qu'il n'y a pas de difficulté avec des pays qui n'ont peut-être pas les moyens aujourd'hui de mettre en place une lutte antidopage aussi efficiente, en tout cas, qui serait censée être aussi efficiente que la nôtre? Alors sur la première question, sur les stages fédéraux encadrés par la fédération, on en fait en France et à l'étranger. On en fait à Font-Romeu pour l'altitude, vous le disiez. On en fait à Potchefstroom, c'est en Afrique du Sud, aussi en altitude et dans des conditions remarquables d'accueil et de coût. C'est moins cher d'aller à Potchefstroom que de faire un stage en France, il faut le dire. Et donc, ceux qui sont encadrés par la fédération, il n'y a pas de souci, on est bien d'accord. Évidemment, il y a après, alors quand même de moins en moins par rapport à une certaine époque, il faut le signaler, des groupes autour d'un coach, d'un coach un peu gourou. Et ceux-là, on ne les contrôle pas. Ils vont faire un stage à Bulquerque aux États-Unis, par exemple. Ceux-là, on ne les contrôle pas. Et on sait très bien, Bulquerque, c'est la frontière avec le Mexique, et que voilà, il y a des questions là-bas. Bon, alors on fait très attention quand on a connaissance de ça, la surveillance derrière, les contrôles inopinés. Voilà, on cible un peu plus ces athlètes-là. Mais on ne peut pas tout contrôler. On ne contrôle pas tout. L'exemple du marathonien est typique. Il est d'origine kenyane, il vit quasiment toute l'année au Kenya. On ne sait pas ce qui se passe au Kenya. Et comme au Kenya, il n'y a pas du tout de réglementation comme chez nous, on ne peut pas avoir un interlocuteur local à qui on pourrait demander d'intervenir, de faire un contrôle, etc. C'est extrêmement compliqué. Voilà, donc ça c'est sur la première question. Après, pardon. Sur le deuxième point, c'était sur les différences entre les pays. Effectivement, disons les pays européens, disons les pays économiquement plus développés ont mis en place des réglementations, des outils, etc., comme la France. Il y a encore beaucoup de pays qui sont très en retrait de tout ça. Et on le voit aujourd'hui, notamment en Afrique ou même dans les pays de l'Est, Ukraine, Biélorussie, Russie, où peut-être que le sport n'est pas organisé de la même manière que chez nous, même bien qu'il y ait des fédérations, mais les fédérations contrôlent encore moins leurs athlètes, puisqu'il y a des enjeux d'argent, il y a des enjeux d'image, etc., qui sont pris en main par des groupes, pour pas dire autre chose. Et donc là, effectivement, l'athlétisme est universel, vous l'avez dit, c'est ce qui fait à la fois le charme de notre sport. Le DTN dit souvent qu'il a appris la géographie en venant dans l'athlétisme, parce qu'effectivement, n'importe quel athlète de n'importe quel pays peut être champion du monde, y compris de pays dont on n'a jamais entendu parler. Et d'ailleurs, en athlétisme, c'est un des rares sports où on inverse les logiques économiques. Un athlète d'un pays pauvre peut être champion olympique. Ça n'existe pas dans beaucoup de sports, quasiment pas. Un Kenyan, un Éthiopien, un athlète des Caraïbes, d'une petite île des Caraïbes, peut être champion olympique. On en voit régulièrement. Ça fait donc le charme, mais aussi la difficulté pour un athlète français de monter sur un podium, ou un athlète européen. Donc voilà, au niveau des résultats, c'est extrêmement difficile, même si on a fait plutôt une très bonne Olympiade en termes de résultats là, depuis 4 ans. Mais en même temps, sur la réglementation de dopage, alors là, on est vraiment dans l'inégalité la plus totale. Et nous, on le voit. Enfin, comment dire, quand on observe des athlètes sur un stade, là, aux Jeux Olympiques, je me suis amusé à les observer physiquement. Et quand vous voyez des athlètes féminines avec de l'acné, avec des appareils dentaires d'autres pays, je ne vais pas citer les pays, mais vous vous dites, bon, il y a un truc, c'est pas possible qu'à 25 ou 30 ans, on ait ce genre de choses. Ça, c'est des signes très, très clairs de prise de produits illicites. Mais en même temps, comme ils sont coachés par des pseudo-spécialistes de la programmation, ils ne se font pas prendre le jour J. Et ils n'ont pas les contrôles inopinés que nous, on a pendant les stages, en dehors des stages à la maison, on peut aller chez eux, etc. Ça n'existe pas dans ces pays. C'est juste, faire un petit complément. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure.
J'avais juste rappelé qu'on travaillait avec le médical, le président, on a vraiment mis un comité de sélection. Et quand on dit un athlète, c'est déjà un mot fort, il est sélectionnable, il n'est pas sélectionné. Donc ça veut dire qu'il doit être à jour sur son suivi dans sa globalité. Sinon, il ne portera pas le maillot de l'équipe de France. Donc déjà, ça met un petit frein. Concernant la complexité du demi-fond, je vous rejoins parfaitement. Donc ce qu'on a fait il y a 4 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a mis un manager général, le terme manager, pas agent, manager général. Il doit coordonner et regrouper dans une saison au minimum 2-3 fois tous les athlètes, quelle que soit la spécialité. Là on va parler du demi-fond, donc c'est de moins en moins isolé. Mais il y aura toujours des cas de figure qui ont leur habitude, mais c'est souvent ceux qui sont plutôt en fin de carrière. La nouvelle génération aujourd'hui, ils sont ensemble, là, pour certains, à Potchefstroom particulièrement. Et tout ça pour vous dire que les forts potentiels olympiques, ce que j'appelle les forts potentiels olympiques, on essaie vraiment de les orienter. Aujourd'hui, le dernier cas, c'était Maïdine Mekissi, d'avoir un entraîneur, un cadre fédéral d'État. Voilà, Philippe Dupont qui est également manager. Donc moi, c'est rassembler, que les athlètes ne se sentent pas isolés. Et je pense que ça aussi, ça peut aider l'athlète à pas faire n'importe quoi. Voilà. Oui, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous donniez l'exemple de ces athlètes dont on peut se rendre compte, enfin, en tout cas pour lesquels on peut avoir une forte suspicion. Donc il y a le physique et puis il y a les résultats parfois aussi qui peuvent laisser songeur. Alors c'est peut-être une question au directeur, au DTN. Comment ça se passe à l'interne? Est-ce que parfois quand même il y a des tensions avec les athlètes? Est-ce que vous avez des remontées d'athlètes qui vous disent mais moi directeur, c'est plus possible de continuer à m'entraîner comme je le fais pour me retrouver le jour J en confrontation avec des gens dont on sait pertinemment qu'eux ne respectent pas les règles. C'est vrai que pour le grand public que nous sommes, finalement, nous sommes assez peu témoins de ce type de tension qu'il pourrait y avoir, et elle serait légitime, d'athlètes qui, eux, font les efforts au quotidien et qui se retrouvent après le jour J. Alors, le message au quotidien, j'ai eu la chance d'avoir fait du sport de haut niveau, j'ai eu la chance d'avoir participé à des jeux, donc j'ai un message que les athlètes peuvent comprendre, c'est que des tricheurs, il y en aura toujours dans les pays étrangers. De toute façon, c'est la vie, c'est comme ça, on le sait très bien. Et il ne faut pas se focaliser là-dessus. Je crois qu'à un moment, c'est juste se programmer et avoir une planification pour être au mieux de sa forme le jour J, c'est-à-dire des événements majeurs, que ce soit les Europes, les mondes. On ne doit pas être spectateur et voir ce que font les autres. C'est pas un problème, on le sait très bien. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que on a une fédération internationale, on a des actions en France qui sont très fortes là-dessus, et l'I2AF, ce qu'a rappelé Bernard tout à l'heure, vous savez, quand vous arrivez à Daegu, et bien avant à Berlin, quand il y a plus de 2000 prises de sang, et aujourd'hui, ça commence à payer. Quand vous voyez des Kenyans qui se font, excusez-moi le terme, se font taper, les Jamaïcains qui sont pistés, les Russes, je crois que c'est une catastrophe. Et on a les championnats du monde là au mois d'août à Moscou. Et moi je crois en ça. Sincèrement, je crois. Et c'est le message il faut être positif. Il faut voir la bouteille à moitié pleine. Et à un moment, je crois que ça portera ses fruits pour cette génération, entre autres à Göteborg, dernièrement au championnat d'Europe en salle, où on a eu des jeunes athlètes. C'est vrai qu'ils sont jeunes et qu'on peut être performant sur le demi-fond. À savoir que au niveau mondial, c'est la France qui est quand même assez performante sur le demi-fond. Et nos actions, c'est du dialogue, c'est de relativiser et puis de se dire qu'il y aura toujours des tricheurs, ça on le sait parfaitement, comme partout, comme il y aura toujours des voleurs, il y aura toujours des gens malhonnêtes, mais il ne faut pas focaliser là-dessus et il faut avancer. Et je crois qu'aujourd'hui, les athlètes l'ont bien intégré et ils savent, moi je les rassure en permanence en disant que l'I2AF, que la fédération, que l'AFLD, que la France est vraiment peut-être certainement précurseur. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut une forme d'équité. Malheureusement, c'est pas ce qu'on peut retrouver dans d'autres pays. Ce qui serait bien, c'est que cette action soit vraiment international, tout simplement. Voilà. Et je remercie moi l'I2AF, puisque Bernard en fait partie. Et ces prises de sang, je discutais avec le docteur Garnier, qui est de chez nous, qui est de Besançon. Et effectivement, il m'a dit, il était en charge de ça à Daegu, et il m'a dit, il va y avoir quelques forfaits. Donc effectivement,
comme par hasard, il y a eu des forfaits. Donc voilà, donc je pense que c'est la crainte. Aujourd'hui, on a eu des Turcs qui sont sortis, on ne sait pas d'où. Eh ben aujourd'hui, malheureusement, comme c'est triste pour certains, on a une athlète, Linda Marguet, qui est sur le 800 mètres, qui fait 4e au championnat d'Europe. Aujourd'hui, elle se retrouve 2e. Donc c'est triste, c'est dommage. Mais d'un côté, il faut le prendre positivement, c'est de dire qu'on est vraiment à la chasse aux tricheurs. Mais Gany, à partir du moment où on mène une carrière de sportif de haut niveau, qu'on obtient des résultats aux Jeux Olympiques ou ailleurs, pendant cette carrière, on est sans doute confronté autour de soi, en constatant tel ou tel fait, entre guillemets, de dopage. Est-ce que c'est vrai qu'il y a, quel que soit le sport, mais dans l'athlétisme comme ailleurs, des cas significatifs au-delà de ceux que le président a rappelés tout à l'heure? Et est-ce que on peut s'expliquer pourquoi certains athlètes en viennent à se doper? Quelles sont les raisons, selon vous, qui poussent un athlète à se doper? Alors, personnellement, l'athlète est quelqu'un, malgré son apparence solide, combatif, ça reste un être humain, ça reste quelqu'un de fragile. Moi, l'aspect humain est très important. Moi, je pense travaillant avec Bernard, je dis au-delà de la technicité en athlétisme, on avait un problème humain, problème d'échange, de proximité. Moi, tous les athlètes ont mon téléphone, je veux dire quoi qu'il arrive. Les managers, pareil, de spécialité, puisqu'on a 8 spécialités, 9 maintenant, puisqu'on en a mis un sur les relais. Et aujourd'hui, ce qui peut pousser un athlète à faire, c'est souvent, enfin, on a 1 ou 2 cas de repentis qui ont fait une erreur, qui ont pris un produit pollué. C'est ce que j'ai découvert quand je suis allé au CIO, on m'a expliqué comment ça se passait, qu'il y avait des produits pollués. Quand il y a eu la petite série, je me rappelle à l'époque, handballeur, footballeur, judoka. Et ça, il peut y avoir un accident. Par contre, je pense que l'athlète, ça reste quand même quelqu'un de fragile. C'est pas, comme je dis, la gloire a plusieurs pères et la défaite est orpheline. Et c'est quand la défaite est orpheline qu'il faut être à leur côté parce que c'est là qu'ils sont fragiles. C'est là que tout peut basculer. Voilà. Après, on peut pas tout maîtriser, c'est pas possible. Et donc, en maîtrisant, pour vraiment réduire les risques, cette action qu'on mène, c'est-à-dire d'échanger au maximum, d'être ensemble au maximum, qu'ils ne soient pas isolés, ça réduira certainement, et je le souhaite de tout cœur. Et je pense que ça l'a réduit, puisque ces 4 années, on n'a pas eu trop de soucis par rapport aux autres Olympiades. Et avec Bernard et le service médical, on est vraiment, on est très pointu là-dessus, on est vigilant là-dessus, on est vraiment dans la prévention. Mais on est à l'abri de rien. On est à l'abri de rien. Un être humain, on ne sait pas comment il peut réagir, on ne sait pas son environnement, des fois, voilà. Mais en tout cas, on essaie vraiment de mettre de l'humain, de la proximité et de leur expliquer. On a même une personne qui est là en permanence pour, dans 15 jours, on leur fait un petit exposé, on va dire, avec M. Michel Marle sur le problème des no-shows, ce que je vous avais cité tout à l'heure, parce que ça me cause beaucoup de problèmes. Moi, à mon époque, je pense que ça aurait été très dur pour moi, mais en fait, en expliquant la FLD, ça se passe très bien, mais on ne va pas perdre notre temps à chaque fois à expliquer, à justifier. Il peut y arriver des erreurs, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi... les athlètes ont tellement de pression. Il y a d'autres sports certainement un peu moins, mais je peux vous dire que moi l'objectif, c'est de réduire le maximum de pression pour les athlètes, parce qu'ils en ont assez à subir. Et au-delà de tout ça, donc par ces actions de prévention, par ces actions d'échange, et qui mesurent les risques qu'ils peuvent prendre, les conséquences, voilà, donc c'est ça aussi, en tant que cadre d'État, c'est ça aussi mon travail, c'est la prévention. Voilà. Merci. Si je peux permettre, oui, de compléter sur cette question. Pour certains athlètes, se doper, c'est soit le gain d'argent, gagner de l'argent. Le marathonien dont je vous ai parlé, il est allé gagner 70 000 euros à Daegu. Voilà, avec 70 000 euros pour un Kenyan de la campagne, c'est plusieurs années de bien-être. Vous voyez, ça peut être que ça. C'est aussi parfois des petites organisations, des petits groupes avec un pseudo coach. Alors c'est pas le coach officiel, c'est pas l'entraîneur officiel. Généralement l'entraîneur officiel est pas au courant de rien du tout. Il est un peu le dindon de la farce, mais c'est quelqu'un qui est à l'extérieur et qui pilote et qui conseille sur le dopage donc des athlètes, alors des expatriés souvent,
hein, d'origine marocaine ou des pays du Maghreb, qui vivent en France, mais qui sont pilotés par quelqu'un qui est là-bas. On a eu quand je dis ça, on a eu des exemples, hein, et qui les conseille et qui, au passage, évidemment, se fait rémunérer à la performance, enfin, en fonction des résultats, et donc vit de ça. Ces gens-là, on ne peut pas les attraper parce qu'ils ne sont pas en France. Et puis, mettre en place des commissions rogatoires internationales, c'est compliqué, surtout pour des petites affaires, parce que finalement, ce n'est pas des grosses sommes. Hein. C'est ce qu'on m'a dit un jour. Voilà. Voilà les raisons. Et puis, il y a effectivement l'athlète qui est en perdition. Qui rêve, je sais pas, de monter sur un podium, qui n'y arrive pas, et qui, malgré le travail qu'il fait à l'entraînement, il n'y arrive pas non plus, et du coup, un jour, il passe à l'acte, bêtement, enfin, je dis bêtement entre guillemets, mais c'est souvent accidentel, quoi, voilà, et il se fait choper, il n'est pas bien. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles souvent les athlètes basculent dans le dopage. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, sur les sanctions, ça m'est revenu après, aujourd'hui, les sanctions, elles sont essentiellement de suspension, avec des durées différentes. Moi, j'aimerais que les sanctions soient accompagnées d'amendes financières. Je crois que ça serait encore plus efficace que la suspension. Parce que quand vous mettez 2 ans un athlète, s'il a 25 ans, il revient. Il n'y a pas de problème. Pendant les 2 ans, il s'entraîne. D'ailleurs, pendant les 2 ans, il va faire des cures de PO pour être encore mieux en revenant. Hein, puisque là, il a disparu du champ. Personne s'en soucie. Ça arrive. Hein. D'ailleurs, on a eu des récidivistes comme ça. Mais si vous leur mettez une amende financière, alors là, c'est radical. Surtout que ce sont souvent des gens qui n'ont pas de gros revenus, qui vivent de l'athlétisme. Une grosse amende, ça le scotche pour toujours. Voilà. On n'en parle plus après. Vous voyez, on les prend au portefeuille. Prendre les gens au portefeuille dans ce domaine-là, je pense que ce serait plus efficace que de les suspendre 10 ans. Pour juste rajouter sur le cas de cette personne, sur le marathon qui a fait une belle performance, à savoir qu'avant les Jeux, il souhaitait partir au Kenya s'entraîner pendant 4 semaines. Donc, pour moi, il était hors de question avec le staff. Donc, les résultats ont été ce qu'ils ont été, hein, on le voit très bien. Il a abandonné au bout de 10 km. Il a abandonné au bout de 10 km. Donc, on est vraiment dans la prévention. Et il y a une forme de dureté, mais oui, alors, le problème, c'est que son entraîneur, bon, je ne sais pas s'il connaît grand-chose. C'est un prête-nom, j'ai l'impression. C'est un prête-nom pour moi. Et il m'envoie, oui, il a besoin de sa famille. Je dis, oui, moi, je ne suis pas là pour la famille. Je lui dis, ma famille, elle est ailleurs. Mais par contre, il est avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est un exemple. J'espère qu'on n'en aura pas d'autres, mais c'est des choses difficiles à maîtriser aussi. Mais il faut garder une forme de rigueur. Et voilà ce qui a fait qu'il a abandonné au bout de 10 km. Sur les sportifs blessés, avez-vous une sensibilisation particulière aux problèmes et aux risques du dopage à leur égard? Est-ce que vous pensez que c'est un moment là aussi de fragilité psychologique où il faut intervenir, et avez-vous une action en la matière? Alors, effectivement, la blessure est un moment de fragilité, mais en athlétisme, plus que dans d'autres sports, l'athlète vit avec la blessure. Prenons l'exemple de Stéphane Diagana, il a fait une longue carrière, mais une année sur 2, il disparaissait parce qu'il était blessé. Il n'avait pas de performance. Mais il a vécu avec, c'est-à-dire qu'il a géré ça. Voilà. Bon, alors Stéphane, peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est quelqu'un qui avait un bon niveau intellectuel et qui, savait, gérer toutes ces problématiques. Mais c'est vrai que ça peut être l'instant de fragilité pour d'autres athlètes. On a eu l'exemple de Naman Keita, qui a été médaillé olympique à Athènes, qui était quelqu'un de très construit et tout, mais qui a eu à un moment donné un problème de fragilité lié à une blessure. Et il a dit, et à ce moment-là, il était un peu perdu, même s'il avait un bon entraîneur, médecin de surcroît, hein, donc très bon entraîneur, un des meilleurs français. Et il s'est perdu en allant sur Internet, en disant il faut que je trouve une solution pour revenir, quoi. Il est allé chercher des compléments alimentaires aux États-Unis qu'il a commandés, et il n'a pas regardé les formules, en tout cas il les a pas montrées à son médecin, et ces formules étaient polluées avec des produits dopants. Il s'est fait comme ça attraper. Voilà, donc mais on a quand même sur la blessure, on a moins de cas de blessés qui vont chercher des produits parce qu'on vit avec la blessure. C'est quelque chose qui est partie intégrante de la vie de l'athlète. Notre rapporteur est Stéphane Mazard. Oui, dans cette lutte contre le dopage, est-ce que vous partagez vos informations avec les autres fédérations sportives, avec l'OCLES, la police, la gendarmerie, les douanes, le bureau de prévention du ministère des Sports, etc.? Alors, avec l'OCLES, oui.
On a alors moins de rapports en ce moment parce qu'on a moins de cas. Hein. À une certaine époque, quand je disais qu'en 2006-2007, on était vraiment là sur le feu de l'actualité, on était souvent, j'étais en contact avec l'OCLES, on partageait à la fois nos informations, on leur donnait des informations pour effectivement mener des enquêtes. Hein. Et donc ça a abouti. Entre fédérations, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas. Voilà, il n'y a jamais de débat au comité olympique entre fédérations sur le dopage. C'est un sujet tabou. Voilà. Les gens, je pense, le président pense que si on parle de dopage, c'est qu'on a du dopage. Vous voyez, mais on ne veut pas l'avouer, donc ça, je trouve ça bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Après, avec le ministère des Sports, très peu de contact, enfin quasiment pas de contact là-dessus, sur ce sujet-là. Hein. Non. On a eu, à chaque fois qu'on négocie, on a un contact au moment de la négociation de la convention d'objectifs. Hein. C'est une fois par an où on parle de tous les problèmes, y compris de cela. Et on présente les actions que nous proposons pour l'année. Et donc le bureau spécialisé, enfin le département médical spécialisé nous accompagne, modestement, mais nous accompagne financièrement, petite subvention. Hein, voilà. Mais il n'y a pas, entre deux, il n'y a pas de discussion particulière entre deux. Oui, vous parliez de la période 2006-2007. Et justement, en 2007, Président, vous aviez dénoncé, je cite, les petits réseaux, c'était la formule, de trafiquants placés auprès des sportifs et qui avaient permis le dopage de plusieurs athlètes. Oui. Donc aujourd'hui, quelques années plus tard, est-ce que vous avez le sentiment que ces petits réseaux continuent à exister, ont été éradiqués ? Non, ils continuent, et surtout qu'ils sont basés hors France, en Espagne et au Maroc. Donc ils existent toujours. Les athlètes concernés ont été tous suspendus et avec des sanctions parfois très lourdes. Certains ne sont pas revenus, ils ont disparu. Certaines sont revenues, mais évidemment pas avec le niveau de performance qu'elles avaient à l'époque. Il y a toujours ces réseaux. Hein, il y a toujours autour de certains athlètes. Ces réseaux sont souvent composés d'anciens athlètes de haut niveau de ces pays, qui ont d'ailleurs parfois des palmarès éloquents, hein, et qui vivent ou qui survivent avec ce genre de choses. Hein, mais bon, on progresse quand même, puisque tous les athlètes français, en tout cas concernés, ont été sanctionnés, ont été coincés, ou certains ont senti le vent du boulet et puis ont arrêté hein, de même. Mais pour d'autres athlètes en Belgique ou ailleurs, ça continue, ou en Italie ou en Espagne, ça continue. Vous voyez ? En France, on a réussi à éradiquer le problème pour l'instant. Stéphane Bazard, promis d'être bref. Oui, c'était juste pour vous faire préciser votre propos. Quand vous avez parlé du fait que peut-être au-delà de la suspension, c'est-à-dire de la sanction sportive, il faudrait peut-être donc également qu'il y ait, alors pour le coup, un volet pénal, c'est ça ? Oui, une amende financière. Donc vous seriez pour la pénalisation de l'usage de produits dopants ? L'amende financière, c'est une pénalisation. Oui. Ben oui, alors, mais pas au-delà, je veux dire. C'est dans la hiérarchie des fautes, c'est pas une faute dramatique, on va dire. Hein. L'athlète n'a tué personne, il s'est abîmé lui-même en quelque sorte. Mais l'amende financière, aller au portefeuille, je pense que ça peut être radical. Enfin, dans notre sport. Hein. Après, dans d'autres sports, c'est peut-être insignifiant compte tenu des enjeux financiers, mais chez nous, ça peut être radical. Je suis désolé, je ne le savais pas, sinon c'est à vous que je l'aurais demandé. Bien, messieurs, nous arrivons au terme de cette rencontre. Avez-vous quelques mots de conclusion ? Nous avons bien noté que vous aviez été, c'est pas à chaque fois le cas, Monsieur le Président, dans votre présentation, dans vos propos liminaires, vous avez évoqué plusieurs pistes et plusieurs solutions que vous attendez. Nous en avons pris bonne note, mais nous vous laissons le soin de conclure, si vous le souhaitez, par quelques mots. Là, juste une question, c'est la procédure que vous engagez va déboucher sur un toilettage de la loi, de la réglementation actuelle Je vais laisser le rapporteur, qui est plus au fait que moi, puisqu'il est à l'origine de cette commission. Il doit connaître les tenants et les aboutissants. C'est en tout cas notre ambition, oui. L'objectif recherché, c'est notamment de contribuer à la future loi cadre
sur la modernisation du sport qui doit passer en Conseil des ministres avant la fin de l'année 2013. Donc effectivement, notre souhait, c'est d'apporter un certain nombre de propositions et nous sommes très attentifs effectivement aux préconisations qui sont exprimées par les uns et les autres. Oui. Et sur ce plan-là, vraiment, l'ultime question, Monsieur le Président, vous êtes président de la Fédération depuis 2001. Est-ce que vous avez senti depuis 2001 la pression s'accroître, les risques s'accroître vis-à-vis des athlètes en matière de dopage? En France ou en général? En France. Non. Ce sera votre conclusion, Monsieur le Président. En France, on a pris vraiment le problème à bras-le-corps. C'est-à-dire que dès qu'on a une suspicion, on a ce qu'on appelle les listes cibles. Et là, donc, on a des contrôles inopinés plus fréquents. On travaille en coordination très, très pointue avec l'IAF là-dessus. Si nous, on ne peut pas contrôler, c'est l'IAF qui va chercher l'individu là où on sait qu'il est. Donc, on n'a pas plus de pression. Les réseaux sont les mêmes. Les petits réseaux dont je parlais sont exactement les mêmes. Les comportements sont les mêmes depuis 15 ans. Hein. Mais comme on est extrêmement vigilant, on a beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins qu'on en a eu dans le passé. Merci. Merci pour ces propositions et merci pour l'ensemble de ce que vous nous avez dit ce matin. Voilà pour les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur le dopage. Si vous souhaitez revoir l'intégralité des auditions, elles sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée à tous.